Bonaparte franchissant le Saint-Bernard, peint en 1800 par Jacques-Louis David, est le point de départ de cette intervention qui fait le lien entre la gloire de Napoléon Ier et les débuts du musée du Louvre. Ce tableau ouvre l'iconographie de l'épopée napoléonienne. L'œuvre de David est devenue une véritable icône de la propagande. Si la réalité fut plus prosaïque, Bonaparte, ayant passé les Alpes à dos de mule, revêtu d'une redingote grise. La peinture tire toute sa puissance de sa conception. David, conseillé en cela par Bonaparte lui-même, chercha à dépasser la simple représentation de l'événement. Il en a fait le prototype magnifié de la propagande napoléonienne. David peint le premier consul, calme, sur un cheval fougueux. La composition est dynamisée par le mouvement de l'animal et renforcée par le geste grandiloquent de Bonaparte, drapé dans un ample manteau de couleurs vives. Le général victorieux au visage idéalisé regarde le spectateur et lui montre la direction à suivre. Cette troisième voie politique qu'il cherchait à imposer entre les royalistes et les républicains. Mais l'œuvre fait aussi référence par les inscriptions qui se trouvent sur les rochers au précédent passage historique des Alpes, qui menèrent à la conquête de l'Italie, Hannibal dans l'Antiquité, Charlemagne au Moyen-Âge. L'œuvre de David inscrit ainsi le nom de Bonaparte parmi ceux des plus grands conquérants de tous les temps. Le tableau est devenu le symbole même des victoires de Napoléon, alors qu'il ne s'agit que d'un épisode de stratégie militaire. Mais il est vrai que dans l'esprit du public, Napoléon Bonaparte est avant tout un conquérant. Et ce tableau synthétise le général, le consul et l'empereur. Sous cet angle, on peut affirmer que la propagande bonapartiste a parfaitement fonctionné et fonctionne encore. Dans le sacre de l'empereur Napoléon et le couronnement de Joséphine, tableau réalisé par David en 1815 et conservé au Louvre, on voit contre tout usage Napoléon se couronner lui-même et couronner l'impératrice Joséphine, et ce malgré le désir du pape de procéder au sacre et au couronnement. Celui-ci se contenta de bénir la couronne. Jacques-Louis David choisit de représenter le moment où l'empereur couronne Joséphine pour symboliser l'arrivée au pouvoir de Napoléon Ier. En effet, Bonaparte accède au pouvoir grâce à son génie. Tout d'abord premier lieutenant, puis capitaine, Napoléon commande l'artillerie française lors du siège de Toulon, ville tombée aux mains des Anglais. Cette victoire révèle ses talents de tacticien. Un chef de guerre est né. Le 5 octobre 1795, le général Bonaparte réprime l'insurrection royaliste de Paris dirigée contre le Directoire. En retour, il est nommé général de division et commandant en chef de l'armée de l'intérieur. Dès lors, ses succès lui valent une popularité grandissante, à tel point que le Directoire, le considérant comme un rival potentiel, s'empresse de l'éloigner de France et lui confie, en 1798, la campagne d'Égypte. Un an plus tard, Bonaparte est de retour en France. Quand Bonaparte parvient au pouvoir absolu, il modèle le muséum à sa gloire. Le Louvre devient le musée Napoléon, sous la direction du graveur vivant de nom, un ami de Joséphine. Il aménage et agrandit les lieux, notamment en faisant construire une aile le long de la rue de Rivoli, par Percier et Fontaine. Napoléon lui-même affirmait au sujet du château « Le Louvre ne sera jamais une habitation commode. Je le regarde comme un palais de parade dans lequel il faut réunir tout ce que l'on a de richesse en objets d'art et de science, comme statues, bronzes, tableaux, bibliothèques, archives, médailles, etc. » En 1803, 10 ans après sa création, le Louvre est rebaptisé Musée Napoléon. Il demeure jusqu'en 1814 le plus prestigieux musée du monde par l'ampleur et la qualité de ses collections, constituées par les anciennes collections royales et les biens saisis à l'Église, mais aussi
par les prises de guerre effectuées en Belgique, en Italie, en Prusse et en Autriche. En 1815, à la chute de l'Empire, près de 5000 œuvres furent ainsi restituées à leur pays. Napoléon ordonne les travaux au Louvre afin d'accueillir et de présenter dignement ses trésors. Les architectes Raymond, puis Percier et Fontaine sont chargés d'aménager un musée des antiques, d'édifier un escalier et un vestibule menant au salon carré, et de commencer les transformations de la grande galerie, éclairage zénital, grand arc doubleau soutenu par des colonnes rythmant l'espace. En 1805, la majestueuse entrée du musée Napoléon est surmontée d'un buste de l'empereur par Bartolini. À la chute du Premier Empire, les restitutions d'œuvres aux Alliés en 1815 amputent définitivement ce qui fut une des gloires de l'Empire. Mais grâce à l'action de Vivant Denon, le musée s'enrichit également par de nombreux achats, des commandes et des dons. Ainsi, le musée du Louvre possède toujours aujourd'hui de nombreuses œuvres achetées ou commandées sous le Consulat et l'Empire. En 1981, le Louvre devient le musée que nous connaissons aujourd'hui. Au cours des grands travaux commandités par le président de la République, François Mitterrand, la rénovation du Louvre commence par la création du Grand Louvre. Le projet fut confié à l'architecte sino-américain Yau Ming Pei, élève de Walter Gropius, fondateur du Bauhaus. Yau Ming Pei réalisa dans la cour Napoléon une œuvre architecturale magistrale, la pyramide du Louvre. L'idée d'une pyramide au Louvre n'est pas nouvelle. Cette idée avait initialement été évoquée sous l'ère napoléonienne à l'époque de la conquête de l'Égypte en 1798. Il s'agissait d'élever un monument commémoratif de la Révolution ainsi qu'un monument national de reconnaissance à l'empereur Napoléon. Mais ce projet ne se réalisera finalement pas. 2 siècles plus tard, l'idée de construire une pyramide au Louvre ressurgit. Située au centre de la cour Napoléon, la pyramide du Louvre fait face à l'Arc de Triomphe du Carrousel, au Jardin des Tuileries et au pavillon de l'Horloge. Plus qu'une simple entrée, Yau Ming Pei a réalisé une œuvre architecturale majeure, une sculpture lumineuse. Contrairement aux craintes de l'époque, la pyramide ne cache pas le Louvre. Elle le laisse apparaître à travers elle. Elle le met en valeur. Et ce sont les matériaux et les techniques modernes qui permettent cette prouesse. Le projet de Yau Ming Pei comprend plusieurs pyramides, 5 au total. La pyramide principale, qui est la plus visible, la pyramide inversée, qui se situe sous le carrousel du Louvre, et 3 mini-pyramides appelées pyramidions, entourant la pyramide principale, bordée de bassins d'eau triangulaires. Chacune des pyramides constitue un puits de lumière qui permet d'introduire la lumière naturelle dans l'espace souterrain. Les bassins triangulaires reflètent les bâtiments alentours. Le pavillon de l'Horloge, le pavillon Richelieu, le pavillon Denon y créent du lien entre le passé et le présent. En réalisant plusieurs pyramides, Yau Ming Pei s'inspire clairement du site de Gizeh en Égypte, la pyramide de Khéops étant la plus célèbre. C'est une manière de faire un clin d'œil à la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte.